En 1959, une émission de télévision a décidé de ne plus vous tenir par la main. Elle a pénétré dans vos peurs les plus profondes, a joué avec votre sens moral et vous a laissé dans l'obscurité avec une question qui refusait de disparaître. La quatrième dimension n'était pas un programme comme les autres, c'était un pacte hebdomadaire avec l'inconnu, signé par un homme nommé Rod Serling. 15 faits que vous ignorez probablement sur cette série légendaire et un numéro 1 qui va vous hanter. Abonnez-vous maintenant, ce voyage ne ressemble à aucun autre. Numéro 15. La censure a involontairement créé un génie. Avant la quatrième dimension, Rod Serling était déjà une figure reconnue. Des Emmy Awards, une réputation de dramaturge percutant, des textes sur le racisme, la guerre, l'injustice. Mais dans les années 50, les sponsors, cigarettiers et fabricants d'électroménagères détenaient un pouvoir créatif absolu sur la télévision. Toute controverse, susceptible d'indisposer un client dans n'importe quelle région du pays, et le script était vidé de sa substance. Serling a atteint son point de rupture quand il a écrit un téléfilm inspiré du meurtre réel d'Emmett Till. Au fil des modifications imposées par le réseau et les annonceurs, la victime n'était plus noire, le décor avait quitté le sud et le mot « lynchage » avait été effacé. Ce qui devait être un réquisitoire brûlant était devenu une coquille vide. C'est là que Serling a eu son insight. Si ces histoires se déroulaient sur des planètes lointaines, si les oppresseurs étaient des robots, si le racisme prenait la forme d'une malédiction surnaturelle, les censeurs cessaient soudainement de s'intéresser au contenu. Un martien peut dire des choses qu'un républicain ou un démocrate ne peut pas. Les monstres et les extraterrestres sont devenus son camouflage. Les dirigeants de CBS croyaient approuver de l'innocente science-fiction. Serling y glissait des critiques acérées du macartisme, de la paranoïa nucléaire et de la ségrégation raciale. L'ironie suprême. Ceux qui voulaient le faire taire l'ont rendu plus dangereux. Sans ces censeurs obtus des années 50, la quatrième dimension n'aurait peut-être jamais existé. Numéro 14. Le scénario qui a failli mourir dans un tiroir. Un réseau de télévision a bien failli étouffer la quatrième dimension dans l'œuf. En 1957, Serling écrit un script intitulé The Time Element. Un homme consulte un psychiatre parce qu'il fait chaque nuit le même cauchemar. Il se retrouve à Honolulu le 6 décembre 1941, la veille de Pearl Harbor, convaincu qu'il ne rêve pas, mais voyage réellement dans le temps et va y mourir. Les dirigeants de CBS ont lu le script et l'ont détesté. Trop sombre, trop confus, trop déconcertant pour le grand public. Ils ont fait la chose polie que font les cadres. Ils ont acheté le script, payé Serling et l'ont enfoui dans un tiroir. 1 an plus tard, le producteur Bear Graney fouillait dans les archives mortes de CBS à la recherche de matériaux exploitables. Il a exhumé le script oublié. Desi Arnaz, oui, ce Desi Arnaz a perçu quelque chose d'exceptionnel et l'a diffusé le 24 novembre 1958. Ce qui a suivi a submergé le service courrier de CBS sous des milliers de lettres. Les téléspectateurs ne disaient pas simplement qu'ils avaient aimé. Ils disaient que l'histoire les hantait. Ils adoraient précisément le retournement final que les dirigeants jugeaient trop complexe. CBS a compris qu'ils avaient commis une erreur monumentale. Ils ont rappelé Serling. Ils lui ont donné le feu vert. La quatrième dimension était née d'un script, d'un tiroir et d'un public qu'on avait tort de sous-estimer. Numéro 13. Le narrateur que personne ne voulait, lui le premier. La chose la plus terrifiante à la télévision n'était pas un monstre, c'était l'homme qui vous expliquait calmement ce que vous étiez sur le point de voir. Lors du développement initial, Serling n'avait absolument pas prévu d'être le narrateur. Il voulait une voix de Dieu, quelqu'un de théâtral et légendaire. Orson Welles a même été approché, l'homme qui avait déclenché une panique nationale avec la guerre des mondes. Le problème, Welles réclamait trop d'argent. Les autres voix testées sonnaient trop polies, trop artificielles, trop cinéma de série B. À mesure que la première saison approchait, les options s'épuisaient.
Serling a accepté à contre-cœur d'essayer lui-même. Il ne se voyait pas comme un performeur. Il pensait paraître rigide à l'écran, trouver sa voix trop sèche. Il a donc arrêté d'essayer de jouer. Il s'est simplement planté devant la caméra, parfois accoudé à un élément de décor, regardant droit dans l'objectif. Calme, détaché, comme un journaliste épuisé qui connaît déjà la fin de l'histoire et vous plaint un peu d'avance. Cette présence de roman noir est devenue indissociable du programme. Et puis il y avait la cigarette. Ce n'était pas un accessoire, c'était un organe. Serling fumait en chaîne et dans de nombreuses introductions, la fumée s'enroulait dans le cadre pendant qu'il décrivait la dimension que vous alliez traverser. Ce râle de papier de verre dans sa voix, ce n'était pas du jeu, c'était simplement la nicotine. L'homme qui pensait ne pas avoir sa place devant une caméra est devenu le visage indissociable de la 4e dimension. Numéro 12. Le générique que vous connaissez n'était pas le premier. La 4e dimension ne sonnait pas toujours comme la 4e dimension. Pour la première saison, Serling avait engagé Bernard Herrmann, le compositeur attitré d'Alfred Hitchcock. Le thème original d'Herrmann était élégant, orchestral, troublant, du grand cinéma hollywoodien, intelligent et sophistiqué. Et précisément pour cela, il ne collait pas. Il ne s'incrustait pas dans la tête. Il ne faisait pas ramper la peau. Pour la saison 2, les producteurs voulaient quelque chose de plus étrange, de plus anxieux, de moins partition cinématographique et de plus angoisse pure. Ils se sont tournés vers le compositeur français Marius Constant. Et voilà le détail fascinant. Constant n'a pas écrit le thème de la 4e dimension comme une chanson. Il avait enregistré une série de courtes pièces expérimentales pour une bibliothèque musicale. Les producteurs ont saisi 2 de ces fragments et les ont littéralement cousus ensemble. 4 notes de guitare, un battement de bongo nerveux, une instrumentation presque extraterrestre, imparfaite, anguleuse et absolument parfaite. Ce petit assemblage bancal est devenu l'un des sons les plus reconnaissables de l'histoire de la télévision. Ces 4 notes sont un signal instantané. Quelque chose ne va pas. Votre cerveau comble le reste sans même que vous le demandiez. La chute finale. Marius Constant, l'auteur de l'un des génériques les plus célèbres de l'histoire, ne regardait pas la série depuis la France. Il n'a compris ce qu'il avait créé que des années plus tard, quand les chèques de droits d'auteur ont soudainement grossi. Le son le plus inquiétant de la télévision était un accident. Numéro 11. Avant d'être des légendes, ils perdirent la tête en noir et blanc. La 4e dimension n'était pas de la mise en scène de stars, c'était une fournaise qui brisait les acteurs ou forgeait des légendes. Avant d'être le capitaine Kirk, William Shatner a livré l'une des performances les plus parodiées de l'histoire de la télévision dans Nightmare at 20 000 feet, coincé dans un avion, trempé de sueur, persuadé qu'un monstre sur l'aile est en train de saboter le moteur. Ce n'était même pas sa première crise. Dans Nick of Time, il est obsédé par un distributeur de serviettes oraculaires. Entre la machine diabolique et le gremlins de l'aile, Shatner a passé le début des années 60 à être psychologiquement torturé par des objets inanimés. Burt Reynolds, avant la moustache et le charme, joue dans The Bard, un acteur parodiant le style Actors Studio de Marlon Brando, les marmonnements, l'avachissements, le t-shirt, la preuve que son sens de l'autodérision existait bien avant sa gloire. Robert Redford a joué la mort en personne dans Nothing in the Dark, calme, bienveillant, rayonnant et a renversé toutes les attentes avec une facilité déconcertante, livrant l'un des épisodes les plus émouvants de la série. Burgess Meredith est apparu dans 4 épisodes, plus que tout autre acteur principal, dont Time Enough at Last et The Obsolete Man. Il est devenu l'homme ordinaire de Serling, réfléchi, fragile et généralement écrasé par l'univers. Dernier détail, si Meredith détient le record des rôles principaux, le visage le plus souvent aperçu dans la série est peut-être celui de Robert McCord, apparu dans des dizaines d'épisodes comme figurant et personnage de fond, le Où est Charlie, officieux du programme, et une fois qu'on l'a repéré, impossible de s'arrêter. Numéro 10. Le miracle en 8 jours. Les programmes de prestige de l'époque prenaient 10 à 12 jours pour filmer un seul épisode. La 4e dimension fonctionnait sur un autre niveau. Un épisode typique allait de l'idée à la diffusion en environ 8 jours au total. 1 ou 2 jours de pré-production, 3 à 5 jours de tournage en séance de 12 à 14 heures, puis
1 ou 2 jours de montage frénétique, de mixage et de narration, souvent en simultané. Ce n'était pas un marathon, c'était une série de sprints hebdomadaires. Et comme Serling écrivait lui-même près des 2/3 des épisodes, les scripts arrivaient souvent in extremis. Les acteurs invités débarquaient parfois le jour même du tournage et se retrouvaient avec un texte rempli de monologues philosophiques denses. Pas de lecture collective, pas de répétition. On apprenait ses répliques dans le fauteuil de maquillage et on espérait le mieux. Les monteurs livraient leur propre guerre. Le film était physiquement coupé et assemblé à la main. Si un plan ne fonctionnait pas, il était perdu. Il survivait grâce aux contre-champs astucieux, au travail sonore et à une ingéniosité pure exercée lors de marathons nocturnes. Paradoxe fascinant, ce rythme infernal protégeait en réalité la vision artistique. Quand un dirigeant de CBS décidait qu'une fin était trop sombre, l'épisode était déjà parti en distribution. Le coût humain était réel. Le rythme a détruit la santé de Serling, qui plaisantait en se disant le plus vieux jeune homme d'Hollywood. Quand la série s'est terminée en 1964, il avait 39 ans et en paraissait 20 de plus. Numéro 9. L'épisode qui a prédit la mort de son propre acteur. Parfois, la 4e dimension ne racontait pas simplement des histoires sur le destin, elle les vivait. The Purple Testament, diffusé le 12 février 1960, met en scène un lieutenant de la Seconde Guerre mondiale qui acquiert un pouvoir terrifiant. Il voit une lueur étrange sur le visage des hommes qui sont sur le point de mourir. Inévitablement, cette lueur apparaît sur son propre reflet dans un miroir. L'épisode ne montre pas sa mort. On entend une explosion lointaine. L'imagination fait le reste. Serling avait compris que ce qu'on ne voit pas est toujours pire que ce qu'on voit. Voilà où tout bascule. Le jour même de la diffusion de cet épisode, l'acteur William Reynolds et le réalisateur Richard Barr ont embarqué dans un petit avion. Il s'est écrasé. Les 2 hommes ont survécu. Mais la coïncidence était impossible à ignorer, un épisode sur un homme qui voit sa propre mort, diffusé le jour où sa star a failli périr dans un crash aérien. Reynolds n'a jamais beaucoup commenté l'incident publiquement. Il a poursuivi une longue carrière et vécu jusqu'à 90 ans, mais pour quiconque croit que l'univers possède un sens de l'humour ou quelque chose de plus sombre, l'histoire persiste. Serling avait bâti sa série sur ces moments-là, ceux qui brouillent la frontière entre fiction et réalité. Et parfois, l'écho résonne un peu trop fort. Numéro 8, la magie des fumées et des miroirs. La 4e dimension bondissait de la guerre de sécession à l'an 3000 d'une semaine à l'autre. La production n'avait pas les moyens de tout construire, alors elle ne le faisait pas. Le quartier de The Monsters Are Due on Maple Street avait été filmé sur le plateau extérieur de l'université Universal, le même décor qui deviendrait plus tard Hill Valley dans Retour vers le futur. Les combinaisons spatiales étaient des combinaisons de pression de la marine américaine recyclée ou des surplus de films de série B des années 50. Les toges romaines venaient directement des stocks de MGM pour ces péplums. Et voilà le tour de passe-passe qui rendait tout cela possible. Le tournage en noir et blanc à fort contraste dissimulait tout. Décors abîmés, contreplaqué peint, console high-tech qui n'étaient que des boîtes en bois avec des guirlandes de Noël collées dessus. Le résultat, un épisode produit pour 50 000 $ qui ressemblait à un film à 1 million. Puis CBS a failli tout gâcher. En 1960, le réseau a décidé que la série coûtait trop cher. Solution, la vidéo, cette même technologie utilisée pour les jeux télévisés et les journaux. 6 épisodes ont été tournés sur ce support. Dès leur diffusion, le charme s'est brisé net. La pellicule avait de la profondeur, des ombres, une texture. La vidéo n'avait rien de tout ça. Au lieu d'un cauchemar, le résultat ressemblait à un soap-opéra de l'après-midi. La 4e dimension ne sonnait plus comme la 5e dimension, elle sonnait comme une chaîne locale. CBS est discrètement revenu à la pellicule et n'a plus jamais retenté l'expérience. Ces épisodes vidéo ont même été exclus de la syndication pendant des années. Serling avait prouvé qu'il ne fallait pas de nouveaux mondes, juste les bonnes ombres pour transformer les mondes familiers en cauchemars.
Si la 4e dimension faisait partie de vos nuits d'enfance, lumières éteintes, volume au minimum, likez cette vidéo et abonnez-vous. On plonge dans ces profondeurs chaque semaine. Quel épisode vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire. Numéro 7, le plan le plus cher de toute la série. La 4e dimension n'était pas un programme à gros budget, mais un épisode à pousser les limites de ce qu'un programme de 30 minutes pouvait même tenter. The Odyssey of Flight 33 envoie un Boeing 707 traverser le temps. D'abord vers l'ère des dinosaures, puis vers New York en 1939. Un E.T. épisode typique coûtait environ 50 000 $, couvrant décors, acteurs et tout le reste depuis zéro à chaque fois. Mais Flight 33 nécessitait davantage. Un cockpit entièrement conçu, des images aériennes d'archives et un plan qui allait devenir le fragment de pellicule le plus onéreux de toute la série. Un dinosaure en stop motion, le Brachiosaure. Il n'avait pas été créé pour la série, il avait été emprunté au film de série B Dinosaurus de 1960. Même ainsi, ce bref moment préhistorique a coûté environ 2500 $ pour une émission fonctionnant sur des ressources minimales. Le producteur Buck Houghton se rappelait que le service financier de CBS avait posé des questions difficiles. Mais voilà la vérité sur la 4e dimension. Ces épisodes les plus aimés n'étaient pas les plus ambitieux. The Midnight Sun utilisait un seul appartement et 2 actrices pour vendre la fin du monde. Time of at Last était pratiquement un one-man show. Ces épisodes n'avaient pas besoin de spectacle. Ils avaient des idées. Et ce sont les idées dont les gens se souviennent des décennies plus tard. Les lunettes brisées, les peintures qui fondent, les marches de la bibliothèque déserte, pas le dinosaure. Numéro 6, pourquoi ça s'appelle la 4e dimension ? Le titre de l'émission n'était pas une métaphore poétique. Chez les pilotes, la Twilight Zone désignait une condition réelle et dangereuse. Lors des atterrissages au crépuscule, à l'aube ou dans le brouillard dense, les pilotes perdaient complètement l'horizon. Le ciel et le sol se fondèrent dans le même gris indistinct. Sans cette ligne visuelle de référence, l'oreille interne mentait. Les pilotes avaient la sensation de monter alors qu'ils plongeaient, ce moment d'incertitude quand rien ne semble anormal mais que tout l'est, c'est ce que beaucoup d'aviateurs appelaient la Twilight Zone. Serling connaissait cette peur intimement. Avant la télévision, il était parachutiste dans la Seconde Guerre mondiale, embarqué dans des avions de transport entouré de pilotes dont la vie dépendait de ces instants ambigus. Il avait compris quelque chose que la plupart des auteurs d'horreur rataient. La peur ne vit pas dans l'obscurité totale. Elle vit dans la lumière faible quand on croit comprendre ce qu'on voit. L'analogie résonne aussi en océanographie. La zone mésopélagique, entre 200 et 1000 mètres de profondeur, est un monde de crépuscule permanent. Pas assez de lumière pour les plantes, mais pas d'obscurité complète non plus. Les créatures qui y vivent ont des yeux démesurés, des corps luminescents et des formes qui semblent fondamentalement incorrectes. Serling explorait ce même espace chaque semaine, un endroit où les règles du monde en surface cessent de fonctionner, et où des choses étranges émergent dans la pénombre. Il avait expérimenté des variantes, comme The Zone of Twilight, avant de fixer le titre définitif. Mais la 4e dimension a gagné parce qu'il sonnait à la fois scientifique et poétique, autoritaire et mystérieux. En empruntant un terme de l'aviation, Serling faisait du surnaturel une simple branche de la physique que nous n'avions pas encore comprise. Et quelque part en chemin, la formule a échappé à la série pour devenir un raccourci culturel universel. Quand quelque chose n'a aucun sens, vous n'avez pas besoin de mots, vous fredonnez juste les 4 notes. Numéro 5, le court-métrage qui a volé un Oscar. En 1964, la 4e dimension a réalisé l'un des coups les plus audacieux de l'histoire de la télévision. Au lieu de produire un épisode original, la série a acquis les droits d'un court-métrage français. L'adaptation par le réalisateur Robert Enrico de la nouvelle d'Ambrose, Bierce la rivière du hibou, datant de 1890,
CBS n'avait aucun acteur à engager, aucun décor à construire, aucun lieu à repérer. Tout ce qu'ils ont ajouté, la narration d'ouverture et de clôture de Serling. Le reste est resté intact. Et à la diffusion, la différence était impossible à manquer. Ce n'était pas filmé comme un épisode télévisé, ça coulait comme un rêve. La caméra se mouvait avec une grâce cinématographique fluide qui faisait paraître la télévision ordinaire, raide et artificielle. Presque aucun dialogue, pas de morale énoncée clairement. À la place, le vent dans les arbres, des pas, des oiseaux, le silence portant l'essentiel du récit. Pour des téléspectateurs habitués au monologue éloquent de Serling, c'était déconcertamment expérimental. Puis venait la fin, la révélation que toute la fuite désespérée s'était déroulée dans la fraction de seconde précédant la mort du personnage, comme un coup au sternum. Mais voilà la clé, le film avait déjà remporté l'Oscar du meilleur court-métrage en prise de vue, réel avant même que la 4e dimension ne le diffuse. En raison des droits limités, il n'a pas été largement vu en syndication pendant des années, devenant un épisode fantôme, un folklore que les grands frères juraient avoir vu, mais que personne ne pouvait jamais retrouver. Dernière ironie digne de Serling, le seul épisode de la série lié à un Academy Award est le seul qu'il n'ait pas écrit. Numéro 4, l'usine humaine à dictaphone. Rod Serling n'était pas seulement le présentateur, il était une machine créatrice à lui seul. Cigarette dans une main, verre d'eau dans l'autre, il arpentait son bureau en dictant chaque ligne, chaque pause, chaque battement inquiétant dans un magnétophone. Ces monologues que vous entendez dans la série, c'est essentiellement Serling en train de se parler à lui-même, vivant à l'intérieur de ses propres scripts 24 heures sur 24. Il n'était pas totalement seul cependant. Serling s'est associé à Richard Matheson et Charles Beaumont, la trinité créatrice non officielle de la série. Matheson apportait les cauchemars comme Nightmare at 20 000 feet. Beaumont apportait l'humour tordu comme The Howling Man. Ensemble, les trois ont écrit près de 80% des épisodes. Un cercle restreint pour des résultats monumentaux, sans comité de réseau pour diluer l'étrangeté. Mais tout cela avait un coût. En saison 5, Serling n'était plus seulement fatigué. Il était épuisé créativement. Il a admis commencer à se répéter et a fini par vendre sa part à CBS, convaincu que la série ne durerait pas. Et puis il y a le sous-récit tragique qui semble sorti tout droit de la série elle-même. Charles Beaumont a contracté une maladie neurologique mystérieuse qui l'a vieilli prématurément. Il paraissait des décennies plus âgé qu'il ne l'était, et ses amis ont dû écrire ses derniers scripts à sa place pour qu'il continue à être payé. L'obscurité de la série avait fini par s'infiltrer dans la vie réelle. Numéro 3. L'attraction qui a ressuscité Serling. Disney a transformé quelque chose d'effrayant en un voyage de nostalgie totale. La Tour de la Terreur. Mais la vraie magie ne réside pas dans l'ascenseur en chute libre. Elle réside dans la résurrection de Rod Serling lui-même. Dans le pré-show, on entend sa voix introduire l'histoire, mais une partie de cette voix n'est pas la sienne. Disney a fait appel à l'acteur de doublage Mark Silverman pour combler les lacunes. Les ingénieurs du son ont travaillé en mode d'époque, microphone vintage, piste optique, souffle analogique, tout pour que les lignes de Silverman se fondent parfaitement avec les enregistrements originaux de Serling datant de 1961. La transition est invisible. Et puis il y a la cigarette fantôme. Dans les images originales, Serling la tient comme si c'était une extension de son corps. La politique anti-tabac de Disney a obligé les Imagineers à l'effacer numériquement. Regardez attentivement dans la bibliothèque du pré-show, la main de Serling est figée dans une étrange forme en C, serrant éternellement du vide. C'est subtil, bizarre, et seuls les vrais fans le remarquent. Mais Disney n'a pas simplement construit un manège, ils ont construit un sanctuaire. Caché dans toute l'attraction, des œufs de Pâques, que seuls les passionnés repèrent, la machine oraculaire de Nick of Time, les lunettes brisées
de Burgess Meredith, le livre de recettes de Two Serve Man, une trompette solitaire, de la poussière, des toiles d'araignée, un éclairage noir et blanc de film noir, vous ne montez pas dans un ascenseur, vous entrez dans un écran de télévision. Numéro 2. L'erreur à $1 million de Serling. En 1964, la télévision était considérée comme un produit jetable. Une fois qu'un épisode était diffusé et avait peut-être droit à une rediffusion, il était essentiellement mort. C'est dans ce contexte que CBS a fait à Serling une offre alléchante. Vendre 40% de ses droits sur la série pour une somme forfaitaire d'environ $600 000. Pour un auteur de télévision en 1964, c'était de l'argent à ne plus jamais travailler. Serling a accepté. Il était convaincu que la série serait datée avant les années 70. Des pièces morales en noir et blanc, oubliées, obsolètes. Personne ne s'en souviendrait. Quelques années plus tard, chaque chaîne indépendante d'Amérique cherchait désespérément du contenu. La 4e dimension est entrée dans la syndication éternelle, la paranoïa, la cupidité, la peur, ces thèmes ne se démodent pas, apparemment. Les histoires de Serling ont été diffusées encore et encore, nuit après nuit, année après année. Et voilà le retournement. S'il avait conservé ses 40%, sa succession aurait presque certainement engrangé des centaines de millions en droits sur les 6 décennies suivantes. Serling a passé le reste de sa vie à travailler, à écrire, à enseigner, à présenter d'autres émissions, tout cela parce que ce gros chèque de 1964 lui a coûté une fortune pour l'éternité. Sa femme Carol est devenue la gardienne de son héritage, veillant à ce que le nom de Rod reste synonyme de la série, même si les grands chèques allaient ailleurs. L'homme qui nous avait averti des ironies cruelles du destin en a vécu une lui-même. La fin parfaite d'un épisode qu'il n'a jamais écrit. Numéro 1. La spirale infinie qui ne nous a jamais lâchés. Les fins de la télévision d'autrefois ne se contentaient pas de passer au noir et de faire défiler le générique. Elles vous laissaient assis dans le silence à vous demander ce qui venait de se passer. Rien n'incarnait mieux cette sensation que la spirale. En saison 4, Serling a remplacé le générique de fin statique par un vortex hypnotique. Des lignes noir et blanc se tordant vers l'infini. Ni début, ni fin, juste une boucle sans fond vous aspirant dans l'écran. Ce n'était pas de la technologie graphique, c'était de la guerre psychologique. La spirale ne disait pas fin, elle murmurait « le cauchemar n'est pas terminé ». Elle se réinitialisait à chaque fois, invitant les spectateurs à retourner dans la zone, non pas parce que l'histoire était terminée, mais parce que dans l'univers de Serling, les histoires ne se terminent jamais vraiment, elles font écho. Pour les enfants qui regardaient les rediffusions dans des salons obscurs, l'écran cathodique vacillant, les parents endormis au bout du couloir, cette spirale était un défi. Fixe le tourbillon, laisse-le t'aspirer, yeux grands ouverts, cœur qui s'emballe. Soudain, ton voisin n'est peut-être pas humain, ton professeur est peut-être un extraterrestre, le monde dehors n'est peut-être pas celui que tu as quitté ce matin. C'était le génie de Serling. Il n'a pas construit un endroit, ni créer une planète cachée derrière une porte secrète. La 4e dimension n'a jamais été là-bas, elle était dans votre tête, elle l'a toujours été. C'est pourquoi ces épisodes paraissent encore neufs 60 ans après. La peur humaine, la jalousie, la cupidité, la folie, rien de tout cela ne change. Les monstres changent de visage, la technologie se met à jour, mais l'effroi, lui, est éternel. Et quelque part en ce moment, un adolescent découvre cette série pour la première fois. Sur une plateforme de streaming, peut-être sur un DVD poussiéreux trouvé chez ses parents, et il est sur le point de ressentir le même frisson que nous avons ressenti des décennies plus tôt. Parce que la zone ne vieillit pas, elle n'expire pas, elle attend simplement, et une fois qu'on y est entré, on n'en ressort jamais vraiment. Voilà, 15 faits qui prouvent que la 4e dimension n'était pas une émission, c'était un état d'esprit. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes déjà dans la zone. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire avec l'épisode qui vous a le plus marqué et dites-nous quelle série vous voulez qu'on explore ensuite. On lit tout. Jusqu'à la prochaine fois, certaines choses ne disparaissent jamais vraiment. Elles se contentent d'attendre dans les ombres.